passait il y a très longtemps. Il y a très longtemps, quand on publiait, naturellement, tout n'était qu'imprimé. Vous n'avez pas connu cette époque, mais le web n'existait pas, les moteurs de recherche n'existaient pas. Nous n'avions même pas les éditeurs de texte. Un chercheur, il écrivait manuscrit, il donnait ça à la secrétaire qui tapait. Bon, ma génération, on a tapé nous-mêmes. C'était ça l'innovation. C'est que ma génération, on n'avait plus besoin des secrétaires. Mais ensuite, on l'envoyait à l'éditeur. Et l'éditeur le mettait. Moi, j'ai des souvenirs très précis. Par exemple, les comptes rendus de l'Académie, c'était fait au marbre. Les comptes rendus de l'Académie, vous n'avez pas le droit de publier plus de 4 pages. Donc, j'apportais 5 pages à l'imprimeur de l'Académie. Et au marbre, mais j'ai vu ça de mes yeux, il changeait la police de caractère un petit peu, il resserrait la mise en page, ça passait à 4 pages. Mais c'était, vous savez, comme Gutenberg, hein, les petits caractères au marbre. Ça, c'était un merveilleux éditeur qui s'appelait Gauthier Villars, qui malheureusement a été racheté par Elsevier. Et résultat, les comptes rendus de l'Académie, depuis assez longtemps, sont publiés par Elsevier. Je vous le dis ça comme ça en passant. Et alors, donc, un chercheur travaillait comme ça à l'époque. Et c'était assez... On n'avait aucun problème avec les éditeurs parce qu'on comprenait très bien leur travail. Leur travail, c'était de distribuer nos articles et il n'y avait aucune autre façon de les distribuer. Donc ça passait par des abonnements, ça passait par des envois par la poste, ça passait par... et puis ils imprimaient. Donc il y avait vraiment un travail matériel réel. Et on leur donnait notre copyright parce que c'était la tradition, on va dire, comme ça. Et les éditeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Quand notre article était publié, ils nous envoyaient ce qu'on appelle des reprints. À l'époque, ça s'appelait déjà des reprints, à peu près une 50aine de petites versions de votre article, mais fascicule, tu vois, pas tout le numéro, juste ton fascicule. Et ils nous demandaient de l'envoyer à tous les gens qu'on connaissait. C'était à nous, chercheurs, de faire la publicité. C'était la publicité pour notre article, donc on était très contents, mais c'était aussi la publicité pour l'éditeur, parce que l'éditeur lui-même n'avait pas accès à son public facilement. Tu comprends ? Donc, j'insiste sur ce point parce que c'est le reprint qui fait foi. Pourquoi ? Parce que c'est la version publiée. Ça veut dire la version acceptée par le comité éditorial dans la mise en page de l'éditeur et avec les bons numéros de page. Parce que qu'est-ce que c'est la recherche ? La recherche, c'est constructif. Hein. Un chercheur, dans sa vie, d'abord, il a très peu d'idées et il construit sur l'ensemble des idées qu'il a appris qui viennent du passé. D'accord ? Et sur l'ensemble des idées auxquelles il accède grâce à ses collègues, et en particulier grâce aux articles de ses collègues. Donc, le dialogue scientifique qui passe par les articles, c'est essentiellement citer les uns et les autres. C'est très important parce qu'on s'appuie les uns sur les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'insiste beaucoup, qu'il faut maintenir, à mon point de vue, les choses vont peut-être changer dans le futur, ça sera à votre génération de le faire, mais disons, ma génération, on croit encore que le peer reviewing est très important parce que c'est le seul moyen. Moi, quand j'écris un article, j'ai besoin qu'on vérifie si je n'ai pas des erreurs, et des erreurs qui pourraient être graves. Parce qu'une fois que c'est publié, c'est trop tard. Quand un article est publié, justement, dans le passé, ça restait de toute éternité dans les bibliothèques. Alors, si vous aviez une erreur, c'est embêtant. C'était pas bon. Donc, le rôle du référé, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et de vérifier que votre article est original. Parce qu'en toute bonne foi, un chercheur, il croit que c'est lui qui a eu cette idée. Et puis, un référé qui connaît très bien le domaine. Alors, il faut naturellement... Là, on parle d'articles extrêmement techniques, de revues extrêmement techniques. Hein. Donc, surtout quand on est jeune, moi, j'étais au début de ma carrière, vous pouvez très bien croire en toute bonne foi que tout ce que vous avez fait est original, et puis on va trouver, surtout à l'époque, vous n'avez pas connu cette époque, mais il y avait encore l'Union soviétique, et ils publiaient en russe. Donc, alors, à chaque fois, ça arrivait assez souvent qu'un référé disait « Ah, mais il y a un article publié en russe qui fait la même chose. » Donc, votre article est refusé. C'était le risque que tu courais, hein. Et donc, voilà, ça, c'était le vieux temps. Et dès qu'il y a eu du web, vous savez, ça date des années 90, milieu des années 90, moi, j'ai tout de suite fait une page web, immédiatement, mais il y a au moins maintenant, vers 95. Pourquoi ? Parce que j'avais mal au cœur. J'avais donc mes 50 copies de tir à part. Mais je recevais de plein de collègues à l'étranger, je sais pas, des gens en Afrique, des gens, etc., en Inde, qui me demandaient mes tirs à part, parce qu'eux n'avaient pas les abonnements. Donc pour eux, c'était absolument vital que je leur envoie mes tirs à part. Mais en général, ça ne suffisait pas. Donc après, il fallait que moi, je fasse des photocopies, etc. Et je me souviens très bien qu'à la fin de l'année, il m'est arrivé plusieurs fois, bon, ça va être enregistré, je suis un peu embêtée, j'avais une petite pile comme ça, auquel je n'avais pas eu le temps de répondre, c'est parti à la poubelle.
Et j'avais plus que mal au cœur, parce que j'avais simplement pas le temps matériel de faire toutes les photocopies, de répondre, tu vois. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai fait un site web, et ça je voulais vous le montrer, mais disons c'est ce site web, wavelet.ns.fr, dans Publications. Vous trouvez toutes mes publications en version, la version du public. Alors je dis publisher, vous allez faire, je vous préviens tout de suite de mon vocabulaire. Publisher, ça veut dire éditeur au sens français, parce que editor, au sens anglais, c'est autre chose. Éditeur, c'est le comité de rédaction de la revue qui fait tout le travail d'évaluation et on les appelle éditeurs. Alors méfiez-vous quand vous lisez des articles en français, souvent à cause il y a des erreurs de traduction et on vous dit par exemple les éditeurs, au sens les éditeurs, sont payés. C'est faux. Les éditeurs ne sont pas payés. Moi je suis éditeur, j'ai été dans plusieurs revues de maths et je suis encore dans une et on n'est pas payé. Mais c'est le publisher qui, lui, est payé, parce qu'il se fait payer traditionnellement par les abonnements, et maintenant, il essaie de se faire payer par ce qu'ils appellent Author Processing Charge, c'est-à-dire l'auteur qui doit payer. Alors, je reprends. Il y a un site web, et ça, c'est super important, parce que c'est comme maintenant, vous mettez votre article sur soit votre propre site web, soit le site web de votre institution, de votre laboratoire, par exemple, soit HAL. Vous avez, par chance, je ne veux pas faire de publicité, mais franchement, il faut quand même remercier Google Scholar. Google Scholar moissonne tous les sites web de la planète et votre article, tout le monde le voit. C'est-à-dire, par mots-clés, on trouve votre article très très facilement, où que vous le mettiez. Donc moi, je le mets sur mon propre site web et il est trouvable sans aucun problème par Google Scholar.